Bonjour à tous. Donc, vous êtes de nouveau sur un webinaire de l'école Grey Scott. Donc, c'est une école qui aura lieu du 1er au 12 juillet 2024. Les inscriptions vont commencer dès le 1er avril. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une école vraiment calcul haute performance avec beaucoup d'architecture, donc CPU, GPU de toutes sortes, de la précision du calcul, du profilage, une partie mémoire aussi qui est quand même très importante. Et tout un tas de technologies, donc notamment avec plusieurs langages, donc C++, Rust, Fortran, Python, et plein de bibliothèques aussi, comme Sickle, comme Eve, comme NumPy, ou des compilateurs comme NVC++, NV Fortran. On va faire du DPC++, on va faire du Clang, on va faire du G++. Et on va aller voir des choses un petit peu plus exotiques qu'on ferait pas forcément, comme Legate et TensorFlow et QNumerix, et avec un peu d'OpenACC au milieu. Donc voilà l'idée globalement de cette école. Donc c'est une école qui sera gratuite, qui aura lieu à Annecy, donc en présentiel. Pour le coup, on aura 32 places a priori, en plus des profs. Donc vous aurez accès aux profs évidemment pendant l'école, pendant 2 semaines. Et on a aussi la possibilité donc de s'inscrire sur des sites satellites. Donc là, pour le moment, alors je commence à avoir perdu le compte, mais il me semble qu'il y en a 5 maintenant. Je parle sous le contrôle de Karim, mais il me semble que maintenant on en a 5. 6, 6. 6, bon, tout Oui, augmente, voilà. absolument. Tout augmente, 6. Donc l'idée, c'est d'avoir, le plan, c'est d'avoir un site satellite dans chaque grande ville. Comme ça, si vous voulez juste tester des petites choses, vous n'avez pas besoin de vous déplacer jusqu'à Annecy, même si, bon, il y a beaucoup plus de choses à Annecy que dans les sites satellites potentiellement. Mais voilà, l'idée, c'est de le faire sur différents sites satellites aussi pour toucher un plus large public. Et la dernière modalité d'inscription, c'est si vous voulez vraiment suivre directement sur YouTube à la carte, où bah, vous pouvez suivre de votre ordinateur. Alors, vous n'aurez pas forcément les ressources de calcul derrière, mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager cette école le plus possible. Je vous souhaite un bon webinaire et je donne la parole à Adrien. Merci Pierre. Moi aujourd'hui je vais vous parler de Rust pour le calcul. Et comme c'est un choix un peu exotique, j'ai choisi de couper le sujet en deux. En fait, je vais vous faire une présentation aujourd'hui qui explique pourquoi vous voudriez calculer avec Rust plutôt qu'avec un autre langage. Et dans un deuxième temps, en avril, je vous ferai une présentation qui montre un peu comment ça marche en pratique. Alors d'abord, pour commencer, je vais un peu poser ce serait quoi mes critères du langage de calcul idéal. Alors j'ai tenté sur ce slide de faire un peu un résumé des choses que les gens utilisent pour calculer au sens large dans un groupe relativement gros où je veux dire ça n'a pas l'air d'être une niche complètement perdue quoi, comme Go. Donc là voilà, ça va de Excel à SQL en passant par Mathematica quoi. Et puis je vais commencer à poser quelques critères. Déjà, moi mon langage idéal c'est un langage avec lequel je peux faire un peu de tout. Si j'ai envie de faire une interface graphique de visualisation avec de la 3D, ça va pas exploser. Si j'ai envie de porter sur un matériel un peu nouveau, ça va pas exploser. Donc ça va exclure tous les environnements qui sont spécifiques à un constructeur, comme HIP chez AMD et QDASH chez NVIDIA, et tous les environnements qui sont spécifiques à un certain type de calcul, comme l'essentiel des logiciels de calcul propriétaires. Après, j'ai ajouté une deuxième contrainte. Je sais que on aimerait bien que les compilateurs arrivent à générer automatiquement du code optimal pour le calcul. Je sais aussi que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Donc, lorsque malheureusement le système automatique n'arrive pas à me produire le code le plus performant, je vais avoir facilement la main pour pouvoir moi l'écrire ce code le plus performant. Et ça va exclure tous les langages qui, par les contraintes de leur runtime, rendent extrêmement difficile d'écrire du code performant. Et enfin, je vais exclure les langages que je considère comme inadaptés sur des gros projets, parce que lorsque on commence à en arriver à des problèmes de gros projets où soudainement on a besoin de pouvoir encapsuler, de hiérarchiser l'API, de faire du polymorphisme, de générer du code, etc., ces langages n'en ont pas assez sous la pédale. Finalement, quand on enlève tout ça, on a Rust, C++ et dans une moindre mesure un dérivé de C++. Comparons donc Rust et C++, ça va être essentiellement là que cette présentation. Alors déjà, il y a beaucoup de ressemblances. Ce sont deux langages où la manière normale de compiler des programmes, c'est de la compilation avant exécution. On compile, on a un binaire avec du code machine, on exécute le code. Ce sont deux langages où la gestion de mémoire ne passe pas par un ramasse-miettes en tâche de fond.
Ils essayent tous les deux d'avoir une discipline de typage stricte et explicite, même si on verra qu'il y a des nuances. Les deux visent à vous donner un contrôle sur ce que vous faites à bas niveau. Il y a des possibilités assez avancées pour exécuter du code à la compilation, générer du code. Et c'est possible, comment dire, le vocabulaire d'abstraction est assez riche et vous permet notamment d'avoir ce que dans le monde C++ on appelle les zero cost abstractions, c'est-à-dire des abstractions où si vous les utilisez pas, vous en payez pas le prix, et si vous les utilisez, c'est aussi efficace que le code que vous auriez écrit vous-même pour faire la même chose. Et malheureusement, ils ont aussi en commun le défaut que ce sont deux langages qui, du fait de leur système de type un peu riche, ont un effort d'apprentissage qui est assez conséquent. Du coup, qu'est-ce qui est différent? Bah, pour commencer, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Chaque fois qu'on parle de Rust, au bout d'environ 3 secondes, le sujet du comportement indéfini arrive dans la pièce. Alors je me rends compte qu'en fait, c'est un sujet où tout le monde en a un peu une notion intuitive, mais n'a pas forcément poussé le sujet un peu loin. Donc je vais essayer de vous donner un peu un aperçu plus précis de ce que c'est. Donc historiquement, le comportement indéfini, ça a été introduit en C pour désigner des trucs que les gens du standard voulaient pas spécifier parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué. Mais c'est pas ça que ça veut dire aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, où les compilateurs sont dotés d'optimiseurs qui peuvent transformer votre code en un autre code réputé plus efficace, tout ce qui est comportement indéfini, c'est des choses que l'optimiseur du compilateur va présumer impossible. Ce qui veut dire que s'il y a du comportement indéfini dans votre code, l'optimiseur va faire l'équivalent d'un raisonnement mathématique sur des prémices fausses, et donc, comme on le sait, un raisonnement sur des prémices fausses, ça peut donner absolument n'importe quoi. Alors, quelques exemples de comportements indéfinis en C++. Bah déjà, toute l'arithmétique. Avec les entiers signés, c'est le plus connu. Quand on aurait une opération qui peut engendrer un débordement, un overflow ou un underflow, l'optimiseur présume que ça ne peut pas se produire. Quand il y a un shift qui dépasse le nombre de bits de l'entier, l'optimiseur présume que ça ne peut pas se produire. Quand on calcule enfin la négation du plus petit entier signé, qui ne peut pas être représenté par le type entier, c'est aussi présumé impossible. Et quelque chose qu'un peu moins de gens savent, lorsqu'on prend un nombre flottant et qu'on le caste en entier, et que malheureusement, bah, ce nombre flottant avait une représentation qui n'a pas d'équivalent en entier, genre infini ou nan, bah là aussi le compilateur va présumer que c'est impossible. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, en faisant un cast de flottant à entier, vous activez un sous-ensemble des optimisations de fastmath. Après, il y a les tableaux. L'opérateur de base d'indexation de tout ce qui ressemble à un tableau en C++ a un comportement indéfini dès qu'on spécifie un index qui n'est pas dans les bornes. Il y a aussi le problème de l'invalidation des itérateurs qui existe notamment pour les tableaux, même si c'est pas que pour cette collection. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'itérer sur un tableau et que vous décidez d'insérer des nouveaux éléments dans le tableau, bah, il y a une certaine chance que le tableau soit réalloué et donc il se retrouve à un autre emplacement mémoire. L'itérateur continue de pointer à l'ancien emplacement mémoire, c'est un comportement indéfini. Il y a toutes sortes de choses qui ont trait aux pointeurs et aux références. Un pointeur nul, quand on le déréférence, c'est un comportement indéfini, ce qui veut dire que si vous faites comme une Linux et vous commencez par déréférencer un pointeur pour ensuite vous demander s'il était nul, bah, le compilateur va supprimer votre test de s'il était nul parce que clairement il n'était pas nul vu que vous l'avez déréférencé, ce qui a créé des failles de sécurité. Un pointeur qui n'est pas bien aligné pour le type, c'est aussi un comportement indéfini. Un pointeur qui est invalide, c'est-à-dire qui ne pointe pas vers une région de mémoire avec une donnée de ce type ou vers une région de mémoire non allouée, etc., c'est indéfini. Et il y a une dernière règle un peu piégeuse avec les pointeurs en C, en C++, qui est la strict aliasing rule, qui dit que vous ne pouvez pas caster un pointeur d'un type vers un pointeur d'un autre type, puis déréférencer ce pointeur, sauf si l'un des deux types est char. Faut aussi faire gaffe en C, en C++ à la mémoire non initialisée, qui est une autre source courante de comportement indéfini, parce que lire de la mémoire non initialisée, c'est un autre de ces comportements dont le compilateur a présumé qu'ils ne peuvent pas se produire. Alors vous dites qui ferait ça? En fait, c'est assez facile de faire ça par accident en C++, parce qu'il y a certaines fonctionnalités du langage qui s'accommodent mal de cette règle, notamment les destructeurs. Si jamais, par erreur, vous mettez une variable non initialisée, puis vous oubliez d'initialiser et vous sortez du scope de la fonction, bah, potentiellement, vous allez appeler le destructeur de sa variable non initialisée, le destructeur va lire les données de la variable, c'est indéfini. L'affectation d'une donnée à une variable non initialisée, si cette variable a un destructeur, c'est aussi indéfini parce qu'on va appeler le destructeur de la variable originale ou l'opérateur d'affectation en C++, c'est subtilement différent. Et un grand classique, c'est dès lors qu'une exception est levée,
on va appeler les destructeurs de toutes les variables dans le scope, y compris les variables non initialisées. Un des comportements indéfinis les plus méconnus du C++ aussi, c'est que les boucles infinies sont un comportement indéfini. Alors la plupart des compilateurs osent pas exploiter celui-là, mais dans des cas assez restreints, on peut avoir des conséquences assez rigolotes. Notamment, Clang, vous pouvez le convaincre que le théorème de Fermat est faux en faisant une boucle infinie dont le critère de sortie, c'est que le théorème de Fermat est faux. Et enfin, il y a toute une palette de comportements définis liés au multithreading, qui sont en partie liés au comportement précédent, mais avec en plus la question de l'accès simultané à deux données, par deux threads à une donnée partagée, ou au moins des accès est une écriture. Il y en a encore d'autres. Tout ça pour dire que c'est impossible d'écrire du code C++ au quotidien sans fatalement introduire des comportements indéfinis régulièrement. La conséquence la plus connue de ça, c'est des failles de sécurité. Si on prend rien que les erreurs mémoire, dont vous avez vu que c'est qu'un comportement indéfini parmi d'autres, il y a plein de gros projets en C, en C++ qui ont mesuré la proportion de leurs failles de sécurité qui sont liées à ces erreurs mémoire, et on est toujours à peu près autour de 2 tiers. Ce qui veut dire que si on arrivait à éliminer le problème des erreurs mémoire et qu'il n'y avait pas d'autres failles qui remplaçaient, on aurait 3 fois moins de failles dans les logiciels. Et gardez à l'esprit, encore une fois, que c'est qu'un comportement indéfini parmi d'autres. Alors qu'est-ce que Rust apporte comme réponse à ça? Il y a l'idée qu'il y a deux langages, en quelque sorte, plus précisément un langage, le Rust Safe, que vous utilisez par défaut, et des block unsafe qui vous permettent d'avoir accès à des constructions supplémentaires qui peuvent introduire du comportement indéfini. Et l'idée, c'est que tant que vous n'utilisez pas unsafe, le langage vous garantit 3 formes de sûreté. La sûreté de typage, c'est-à-dire qu'à tout instant, les valeurs que vous avez respectent leurs invariants de type. Par exemple, si vous avez un pointeur dont l'invariant de type c'est qu'il ne peut pas être nul, il ne pourrait pas être nul si vous l'avez manipulé qu'avec du langage safe. La sûreté mémoire, c'est-à-dire que vos références sont valides et pointent vers de la mémoire initialisée. Et la sûreté vis-à-vis des threads, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès concurrent non synchronisé. Alors, vous allez me dire, c'est vachement bien ces propriétés, mais est-ce que l'existence de unsafe, ça casse pas tout? C'est un compromis. Et en pratique, c'est un bon compromis. Pourquoi? Parce que ça repose sur des preuves à la compilation. Et on sait depuis Alan Turing qu'il y a des choses qui ne sont pas prouvables à la compilation. Donc, il va y avoir de temps en temps des cas où vous tombez sur une situation où vous savez que le code est sûr, mais le compilateur ne peut pas le prouver automatiquement, et donc vous allez devoir le prouver manuellement. Et c'est à ça que sert unsafe. Alors parfois, cette preuve, vous pouvez la faire sur la base de vérification à l'exécution, mais ça peut être trop coûteux, donc ça, c'est pas non plus toujours la bonne stratégie. Néanmoins, malgré tout ça, dans la pratique, on a très peu besoin d'unsafe au quotidien. Je crois qu'ils avaient une fois mesuré sur la bibliothèque standard qu'il devait avoir peut-être une centaine de lignes de unsafe. Et ce que ça veut dire, c'est que l'utilisation d'unsafe, elle est rare, donc elle est exceptionnelle, elle attire l'attention pendant la revue de code. Et elle est facile à localiser quand on fait un grep sur du code. Donc du coup, quand on a besoin d'avoir recours à ce sous-ensemble du langage qui est plus dangereux, on le fait d'une façon qui est bien visible dans le code et qui est facile à auditer. Passons à un deuxième problème de C++, qui est les faiblesses du système de typage. Alors d'abord, en C++, on en a tous fait l'expérience un jour, je vais en donner un exemple plus tard, on peut avoir très souvent des comportements imprévus qui conduisent à des erreurs incompréhensibles, parce que en C++, il y a beaucoup de moyens différents d'accepter différents types en paramètres d'une opération. Il y a les conversions implicites, qui incluent tous les constructeurs ayant un argument que vous n'avez pas marqué explicitement comme explicite. Il y a la surcharge de fonction, les arguments par défaut pouvant être considérés comme une forme de surcharge de fonction. Il y a la généricité via les templates, qui s'ajoute d'une autre complexité qui est la spécialisation, et il y a les méthodes virtuelles. Et tout ça interagit d'une manière extrêmement complexe. Même les experts peuvent s'y tromper très facilement. Et dans le cas particulier des templates, on a un deuxième problème, c'est que dès qu'on rentre dans le monde des templates en C++, finalement on perd l'essentiel de la sûreté de typage du langage et on arrive dans l'équivalent d'un langage duck-typé, comme Python. Alors, il n'est pas duck-typé à l'exécution, mais il est duck-typé à la compilation. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas instancié un template avec le mauvais paramètre, l'erreur de typage que vous avez faite ne va pas se manifester. Donc, je vais vous donner un exemple. Imaginons, voilà, j'ai un programme C++ assez simple. Quelqu'un m'a passé un bout de code qui calcule la médiane d'un vecteur de flottant. Je calcule cette médiane et je l'affiche.
Euh, Ce faisant, je fais face à un message d'erreur de compilateur un peu long. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah, voici l'implémentation de la fonction médiane, puisqu'on a besoin de la regarder en C++ pour comprendre quel est le problème. Et le nœud du problème, en fait, la seule chose dont parlent ces 6 pages d'erreur de compilateur, c'est que j'ai cru naïvement que je pouvais afficher le contenu d'un std vector avec la fonction d'affichage standard de C++, et en fait, ça, c'est pas autorisé. Et il n'y a pas d'alternative facilement accessible. Quand on fait un truc comme ça, on doit le coder soi-même. Mais en fait, il n'y a pas qu'un problème. Un deuxième problème qui est plus conceptuel, c'est le fait que si j'avais jamais instancié cette méthode, je n'aurais jamais eu cette erreur. Et puis, il y a aussi le fait que cette fonction, elle a un bug assez classique dans ce type de fonction, c'est que si on lui passe un tableau vide en paramètres, elle va tenter d'accéder à des éléments du tableau qui n'existent pas, ce qui, on l'a vu, est un comportement indéfini. Et puis aussi, il y a le fait qu'il y a une littérale flottante où les gens ont naïvement pensé que ça s'adapterait au type, sauf qu'en fait non, une littérale comme ça en C, en C++ est de type double. Et donc du coup, quand vous faites une opération comme ça, en fait, accidentellement, si vous exécutez ça sur un tableau de float, vous allez introduire quelque chose d'inefficace qui est un aller-retour entre float, double, float. Et puis, il y a aussi le tri, parce qu'en fait, le tri des flottants, ça marche pas très bien, parce que les flottants sont pas totalement ordonnés à cause de nan, qui est une valeur un peu particulière qui n'est pas ordonnée. Alors avec stdsort, ça devrait bien se passer, parce qu'en tout cas, le standard a prévu le coup. Mais il y a une expérience qui a été faite une fois par quelqu'un qui a étudié une dizaine d'implémentations de tri assez populaires en C++, et la quasi-totalité, lorsqu'on leur passe un type qui est mal ordonné en paramètres, elles invoquent du comportement indéfini. Tout ça pour dire que bon, ça fait environ 20 ans que je code en C++ maintenant, et mon code, le premier code que j'écris quand je réfléchis à un problème, il est toujours rempli de ce genre de coquilles. Et je trouve ça terrible qu'il y en a qu'une infime partie, une erreur parmi 6, qui est détectée par le compilateur quand j'active tous les warnings. Ça veut dire que je vais devoir perdre mon temps à faire des relectures, des tests et tout, pour arriver à trouver une erreur qu'on va voir le compilateur aurait pu trouver tout seul dans un autre langage. Alors comment faire Rust pour faire mieux? La première chose, c'est que on pratique en Rust la généricité contrainte. C'est-à-dire que quand on écrit du code générique en Rust, ce code doit spécifier de quoi il a besoin. Il y a quelque chose qui ressemble un peu aux interfaces de Java qu'on appelle les traits. Par exemple, on dit je veux que mon type ait un opérateur d'addition, je veux qu'il soit totalement ordonné, etc. Et si dans le code générique on utilise autre chose que ce qu'on a demandé, le compilateur va faire une erreur dès qu'il va voir le code générique. Il va dire non, ça c'est pas cohérent. Ce qui est à comparer au concept C++20 où on l'a vu, même quand on utilise des concepts, les erreurs ne sont pas détectées tant qu'on n'a pas un utilisateur de la fonction générique. Une autre chose qui rend le système de type de Rust plus agréable à utiliser au quotidien, c'est qu'il a un comportement beaucoup plus prévisible parce qu'il y a une forme de polymorphisme qui est les traits. Et c'est tout. On n'a pas d'autre moyen de faire une opération qui accepte plusieurs types en paramètres. Il n'y a pas de conversion implicite, il n'y a pas d'overloading, etc. Et quand on utilise un trait, on doit le dire. C'est jamais implicite. Alors pour vous montrer les conséquences de tout ça, donc là j'ai réécrit mon code C++ avec les équivalents Rust. C'est vraiment une traduction littérale. Quand je le compile, j'ai 3 erreurs. La première erreur me dit en peu de mots ce que le compilateur C++ m'a dit en beaucoup plus, c'est que un vecteur, un tableau, peut pas être affiché avec le formateur par défaut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une manière évidente d'afficher un tableau. On pourrait se dire, on va mettre un crochet à afficher l'ensemble des éléments, mais vous voyez bien que sur un grand tableau, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Mais la différence avec C++, c'est que déjà, il me le dit de façon claire, et puis il me dit, par ailleurs, on a un autre truc qui existe dans le langage qui s'appelle l'affichage de débugage, qui n'est pas censé être utilisé en prod, mais qui est défini pour à peu près tous les types. Et tu pourrais utiliser ça à la place. Deuxième chose, il me dit, tu peux pas trier ton tableau parce que les flottants sont pas totalement ordonnés. Ça me force à penser, ah oui, c'est vrai qu'il y a nan, et à me demander qu'est-ce que je veux en faire. Est-ce que je veux tester la présence de nan dans mon tableau? Est-ce que je veux faire l'assertion qu'il n'y a pas de nan dans mon tableau? J'ai différents moyens de le faire. Voilà, ça force à réfléchir. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et la troisième chose, c'est qu'on perd le petit piège de performance de C++ avec les littérales implicites, euh, parce qu'il n'y a pas de conversion implicite, donc diviser un type arbitraire par une littérale, c'est toujours faux. Mais euh, ça, c'est à double tranchant, parce que je vous ai pas mis la syntaxe qu'il faudrait pour corriger ça, mais ça fait que ça va être un peu plus pénible.
Et un dernier truc, c'est que les erreurs, là, vous avez la version courte, et après, si vous voulez, il y a une version longue en ligne. Donc le compilateur Rust a trouvé presque toutes les erreurs de ma version C++, sauf une. Il n'a pas remarqué que ma fonction est invalide quand on passe un tableau vide en entrée. La différence, c'est qu'en C++, c'est un comportement indéfini. En Rust, ça conduira à un crash de façon déterministe à l'exécution, une panique. C'est un meilleur choix par défaut. Vaut mieux, quand un programmeur a fait une erreur, crasher le programme que laisser le compilateur supposer que le programmeur ne fait pas d'erreur, parce qu'on sait que ça c'est faux. Néanmoins, c'est pas toujours la meilleure stratégie. C'est la bonne stratégie si on considère que c'est l'utilisateur qui a fait une erreur quand il nous a passé un tableau vide en paramètres. Dans ce cas-là, on devrait l'indiquer dans la documentation. Mais si un tableau vide est considéré comme une entrée valide de la fonction, dans ce cas-là, c'est la fonction qui devrait, dans sa valeur de sortie, indiquer la possibilité qu'il n'y ait pas de médiane. Et donc ça, on le ferait avec le type optionnel, qui est un type qui peut contenir soit une valeur, soit l'absence de valeur. Et derrière, la personne qui récupère ce type optionnel doit tester s'il y a une valeur ou pas avant de pouvoir faire quoi que ce soit de la valeur contenue. Autre problème du C++, on a en C++, je l'ai dit, beaucoup de manières de faire du polymorphisme, dont deux principales quand même, qui sont complètement incompatibles. La première, c'est pour le polymorphisme à l'exécution, le système de l'héritage et des méthodes virtuelles. Et la deuxième, c'est pour le polymorphisme à la compilation, le système des templates, des concepts et de la spécialisation. Le fait que ces mécanismes n'aient rien à voir, ça veut dire que ça va être très compliqué de passer de l'un à l'autre. Et en fait, comme je vais vous le montrer la semaine prochaine, ce passage, parfois, on a besoin de le faire. Parce que c'est pas toujours une bonne idée de faire du travail par le compilateur à la compilation, parce que ça peut rendre la compilation elle-même incalculable, en fait, si on fait pas gaffe. On peut se retrouver avec des compilations qui sont très longues, qui consomment trop de RAM et qui finalement deviennent impossibles sur certaines machines. Donc ça veut dire que on ne doit pas toujours utiliser le polymorphisme à la compilation. Des fois, on a besoin d'utiliser le polymorphisme à exécution. Et en C++, ça veut dire tout réapprendre et réécrire beaucoup de code, avec une sémantique complètement différente. Dernier problème du polymorphisme en C++, c'est que c'est assez difficile d'interopérer avec des types d'autres bibliothèques sur lesquelles on n'a pas la main. La façon dont Rust règle ce problème, c'est avec le système des traits. Donc ce que fait les traits, c'est que ça vous donne un formalisme unifié pour le polymorphisme statique et dynamique. L'idée, c'est que donc ce que vous avez comme brique de base, c'est un ensemble de méthodes et pas de données membres, donc un peu comme les interfaces en Java, plus la possibilité de définir également dans un trait des constantes et des types associés, des méthodes et des types qui sont génériques par rapport à certains types de paramètres, et des implémentations par défaut. Mais parmi ces opérations, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire à l'exécution parce que ça requiert de résoudre des problèmes compliqués du genre manipuler des valeurs de taille variable sur la pile. Donc, ça reste un travail de réécriture, mais qui est beaucoup plus simple en C++. Mais il y a une deuxième chose importante avec les traits en Rust, c'est qu'on peut implémenter un trait pour un objet d'une autre bibliothèque. Et ça veut dire que quand on a défini une méthode générique qui est bornée par un certain trait et il s'avère que il y a une autre bibliothèque qui existait avant qui n'a pas implémenté ce trait, c'est pas grave, on peut l'implémenter pour elle. Et donc c'est beaucoup plus facile d'interopérer avec le code des autres. Un petit exemple de ça en action. Donc je vais reprendre un exemple de Pierre. Je crois que c'était il y a 2 semaines ou la semaine dernière. Sur comment on pourrait faire le calcul de simple ax plus y vectoriel avec Intel TBB en utilisant la bibliothèque standard. Alors déjà, bon, il y a un peu un problème, mais ça c'est plus un problème d'implémentation que d'interface, c'est que le fait qu'on utilise TBB, c'est une abstraction qui fuite. Si vous ne pensez pas à mettre des -L TBB dans votre ligne de commande de compilation, votre code compilera même pas. Ça, c'est un peu désagréable, mais bon, on arrive à vivre avec. Il y a d'autres problèmes qui pour moi sont plus importants. Le premier, c'est que dans tout ça, en fait, si vous regardez les trucs qui sont en couleur un peu foncée, qui sont les choses qui moi m'intéressent, c'est finalement une infime proportion du code que j'ai écrit. Le gros du code, c'est du bruit syntaxique, std, deux points, transform, deux points, exécution, deux points, begin, end, etc. Ça fait qu'on a du code très peu lisible quand on utilise les algorithmes STL.
Un autre problème, comme d'habitude en C++, c'est le comportement indéfini. Avec std transform, si par malheur vous n'avez pas vérifié que le tableau de Y ne fait pas la même taille que le tableau de X, ce code invoquera du comportement indéfini à l'exécution. Et de la même manière, si vous n'avez pas pensé à préallouer un tableau de résultats de la bonne taille, et pas un std vector vide, vous allez aussi avoir du comportement indéfini. Globalement, du fait de ce bruit et de tous ces risques, les algorithmes STL, c'est sympa pour des boulots simples, mais ça très mal du travail plus complexe. À la fois parce que c'est peu ergonomique et parce que, Pierre l'a montré, quand on commence à vouloir faire un truc plus compliqué, on est forcé d'utiliser les choses de façon un peu détournée et ça coûte cher en performance. Alors, quel serait l'équivalent du SAXPY en Rust? Déjà, c'est pas dans la bibliothèque standard, ça n'a pas besoin de l'être. En fait, on utilise une bibliothèque tierce partie qui s'appelle Rayon via un système qui s'appelle l'extension trait. Donc l'idée, c'est que les développeurs de Rayon ont implémenté leurs propres traits pour les types de bibliothèques standards comme les vecteurs. Et donc du coup, grâce à ça, après avoir importé les traits de Rayon via un système de prélude, je peux prendre mon tableau X, faire une itération parallèle selon une syntaxe analogue à l'itération séquentielle, combiner ça avec un autre tableau de Y, et je pourrais le faire avec autant de tableaux que j'ai envie, transformer les valeurs et collecter le tout dans un autre vecteur de résultats. Donc, ça ressemble à la bibliothèque standard sans avoir besoin d'y être intégré. C'est beaucoup plus lisible, c'est tout aussi efficace. On peut construire facilement un tableau de résultats à la volée. On n'a pas besoin de préparer à l'avance un tableau. Et dans les cas où on a envie de réutiliser un tableau existant, par exemple pour réduire les allocations, on peut le faire aussi. Et grâce à ce système de méthodes qui se chaînent, ça supporte des pipelines beaucoup plus complexes. Passons à un autre sujet, la gestion des erreurs. Donc, en C++, la gestion des erreurs, c'est un peu un problème. Pourquoi? Parce que historiquement, depuis à peu près le moment où j'ai commencé à apprendre le C++ dans les années 2000, il y a eu un très fort accent sur les exceptions. Les exceptions, c'était le mécanisme recommandé en C++ pour gérer les erreurs. Et puis, au fil du temps, les gens ont acquis de l'expérience avec ça, ils se sont rendus compte que les exceptions avaient un certain nombre de problèmes. Déjà, lancer une exception et la capturer, c'est très coûteux au niveau de performance par rapport à d'autres formes de gestion d'erreur. C'est très difficile d'écrire du code correct au moment où il y a une exception qui est lancée puis rattrapée, on l'a vu. Et à cause d'en partie de ça, il est découragé d'utiliser des exceptions dans les destructeurs, sauf que, en fait, il n'y a pas vraiment d'alternative bonne qui est proposée. Et donc, du coup, les gens se disent, on va faire autre chose que des exceptions, mais quoi? Eh ben, c'est la jungle. D'une bibliothèque à l'autre, quand les gens n'utilisent pas d'exception, ça varie complètement. La solution la plus couramment employée, c'est d'avoir des valeurs de retour spéciales. Typiquement, votre fonction retourne un pointeur qui normalement est un pointeur valide, mais quand il y a une erreur est un pointeur nul. Parfois aussi, les gens s'inspirent du C et décident de retourner un int d'une fonction qui ne sert qu'à gérer les erreurs, et ça a la conséquence prévisible que personne ne lit la valeur de ce int et donc l'erreur n'est pas gérée. Parfois, des personnes plus courageuses essayent de faire mieux, mais avec des types spécifiques à leur projet, du coup, c'est pas très interopérable. Et évidemment, l'un des points les plus importants documentés pour chaque fonction, quel type d'erreurs peuvent être lancées et dans quelles conditions, ce travail est très peu fait en C, en C++. Alors, comment Rust fait mieux? Au quotidien, la solution recommandée pour gérer les erreurs quand on n'a pas un cas plus précis qui justifie l'utilisation d'une autre solution, c'est le type result. Type result, c'est quoi? C'est un type variant qui peut contenir soit un résultat, soit une erreur, les deux étant représentés par des objets de type différents. Une grosse différence avec ce qui se passe dans C++, avec les valeurs de retour, c'est que là, on ne peut pas accéder au résultat sans avoir, d'une façon ou d'une autre, dit au compilateur comment l'erreur va être gérée. Est-ce que on veut cracher le programme quand il y a une erreur? Est-ce qu'on veut tester la présence d'erreur, afficher un message d'erreur? Est-ce que on veut recommencer les opérations, etc. On doit définir un gestionnaire d'erreurs avant de pouvoir accéder à la valeur qui est retournée. Ça, c'est un bon choix par défaut, mais c'est un peu lourdingue pour des erreurs dont on sait que l'utilisateur ne s'en remettra pas. Des erreurs qui sont en fait des erreurs dans le code finalement. Si on se retrouve dans cette situation-là, c'est que le code est mal écrit, il n'y a pas de bonne solution pour se rattraper et vaut mieux cracher. Et donc dans ce cas-là, Rust fournit un mécanisme qui s'appelle panic comme en Go. Ça peut être implémenté de deux façons, soit comme une exception C++ avec un système d'unwinding où on peut se rattraper,
soit avec un système où direct le programme crash avec un STD à bord. Et ça, c'est configurable par l'utilisateur de bibliothèque. La personne qui implémente la bibliothèque n'a pas la main dessus. C'est une manière de dire aux gens qui développent des bibliothèques, c'est possible de capturer une panique, mais c'est pas un truc que les gens auront souvent besoin de faire. C'est pour des cas d'utilisation vraiment tordues et c'est pas encouragé. Donc, la manière encouragée de gérer les erreurs, c'est result à chaque fois que l'erreur relève d'une erreur d'utilisation et pas d'une erreur d'implémentation. Et ça, les gens sont tous d'accord dessus. Donc du coup, on n'a pas un mécanisme d'erreur différent par bibliothèque, c'est assez unifié et il y a aussi une culture de la documentation dans la communauté Rust qui fait que dans la plupart des grosses bibliothèques Rust, les fonctions documentent bien dans quel cas elles vont faire des erreurs, quelles erreurs elles vont retourner, etc. Enfin, parlons génération de code. Alors, tout le monde est d'accord que la génération de code c'est sale. Tout le monde est aussi d'accord qu'un jour ou l'autre on a besoin d'en faire. La question c'est comment. C++, la façon dont les gens procèdent le plus souvent quand ils en ont la possibilité, c'est d'utiliser quelque chose qui s'appelle le template metaprogramming, qui est en fait basé sur un bug de compilateur anobli où quand vous passez un paramètre invalide quand vous passez quelque chose d'invalide en paramètre à une fonction, vous attendriez à ce que ça renvoie une erreur, et en fait non, en C++, le compilateur va juste essayer d'autres fonctions. Alors ça, comme c'est basé sur un truc qui n'a rien à voir, les templates et la spécialisation, et que ce que vous voulez faire, c'est générer du code, ça va conduire à du code qui est extrêmement peu clair. Il n'y a que quelques initiés qui savent le lire, a fortiori le modifier. Et donc, c'est un gros problème de maintenance. Un autre problème, c'est comme on détourne le système de type d'une façon pour quelque chose qui n'a pas vraiment été prévu pour faire, bah, c'est très inefficace. On instancie des types juste pour évaluer des conditions à la compilation, par exemple. Et donc, on se retrouve assez facilement avec des compilations qui sont lentes et gourmandes en RAM, ce qui est un problème, comme je vous l'ai dit. Alors, parfois, les gens, du coup, ils disent, bah, peut-être qu'on n'a pas envie de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? J'ai vu deux cas courants. Le premier, c'est les personnes qui vont utiliser des fonctionnalités de débugage des compilateurs pour faire des choses comme afficher les types qu'une fonction générique a reçus en paramètres, et après parser ces sorties de débugage et les exploiter de leur côté. Alors ça, inutile de dire que la portabilité entre compilateurs, quand vous faites ça, vous oubliez, et que vous allez devoir implémenter l'équivalent d'un parseur C++ dans votre code, ce qui n'est pas non plus quelque chose que vous allez avoir envie de faire, j'en reparlerai la semaine prochaine. Si vous ne faites pas ça, l'autre grosse alternative, c'est de dire dans votre système de build, vous allez appeler un générateur de code externe tel que root. Mais alors là, du coup, vous allez déplacer de la complexité au niveau de votre compilation, sachant qu'en C++, en général, la compilation, ça veut dire avoir affaire avec CMake. On n'a pas vraiment envie de mettre de la complexité dans CMake. Il est déjà assez comme ça quand on lui demande des choses simples. Alors, comment on fait en Rust? On pourrait des fois faire des hacks comme en C++ avec des traits. Mais on a un autre outil à notre disposition qui est souvent plus adapté pour des tâches de génération de code, c'est les macros. Alors, c'est pas comme des macros en C qui fonctionnent par copier-coller. En fait, là, les macros en Rust, elles travaillent sur du code qui a déjà été un peu parsé par le compilateur. Il y a deux types de macros, des macros déclaratives qui travaillent sur un AST et des macros procédurales qui travaillent sur des listes de tokens, donc juste après le lexeur du compilateur, avant le moment où on construit un arbre syntaxique. Mais dans tous les cas, on n'a pas à refaire tout le boulot de parsing du langage, et en même temps, on a accès aux mesures de transformation de code qu'un compilateur pourrait faire. Ça reste un outil qu'on ne devrait pas utiliser inconsidérément, mais lorsqu'on a besoin de génération de code, c'est un compromis entre ergonomie et puissance qui est beaucoup mieux maîtrisé que les solutions disponibles en C++. Donc pour vous donner un exemple, je vais vous parler de la bibliothèque CRD pour serialiseur des serialiseurs, donc qui est une bibliothèque qui vous permet de générer du code pour serialiser et déserialiser vos types. Alors ici, j'ai un exemple d'utilisation de CRD. Donc ce que vous voyez, c'est que déjà, la serialisation des serialisations, c'est pas un truc qui a besoin d'un bibliothèque standard. N'importe quelle bibliothèque peut l'implémenter grâce à la puissance du système de macro. Je définis mon type. J'ai juste à mettre une annotation dessus pour invoquer les macros de CRD pour générer du code de serialisation des serialisations, qui est du code de serialisation des serialisations génériques. C'est-à-dire qu'après, je pourrais utiliser l'infrastructure qui a été générée pour serialiser ou déserialiser du JSON, du CSV, du pickle de Python, ce que je veux. Oula, pardon, je reviens.
Et juste pour info, donc voilà, tout le monde peut en implémenter, pas seulement CRD. Dans la bibliothèque standard, il y en a une qui vous permet de générer le fameux affichage de debug dont je vous ai parlé avant. Vous n'avez pas à le coder vous-même, c'est quand même très agréable. Et à quoi ça ressemble en pratique? Côté utilisateur, bah finalement, là, j'ai un exemple où je fais les conversions bidirectionnelles entre la structure que j'ai annotée et du JSON. Et donc là, vous voyez, j'ai juste à appeler une fonction de bibliothèque, lui passer une référence vers une de mes structures en paramètres, ou à l'inverse, passer du JSON en paramètres, récupérer une structure. Et si je fais l'affichage, vous voyez que ça marche bien. Et vous reconnaissez aussi que ces deux fonctions utilisent la politique de gestion des erreurs dont je vous ai parlé avec le système des résultats OK erreur. Encore un autre sujet en C++, la question de la compilation et de la gestion des dépendances. Alors, il y a beaucoup de solutions disponibles, mais de nos jours, on a un relatif consensus autour de l'utilisation de CMake pour la partie orchestrer la compilation et aller chercher les dépendances du système, et autour de l'utilisation des paquets de distribution Linux pour la partie installer les dépendances sur le système. Consensuel ne veut pas dire que les gens considèrent que c'est bien, ça veut dire qu'ils considèrent que c'est le moindre mal. En fait, la plupart des personnes saines d'esprit considèrent que ces deux outils sont horribles. CMake parce que, en gros, c'est comme programmer en Bash mais sans la documentation de Bash, et les paquets de distribution Linux parce que d'une distribution Linux à une autre, ils varient complètement, et il y a malheureusement des distributions Linux extrêmement populaires où les paquets sont complètement antidatés, ce qui va nous forcer à maintenir le support pour des versions de bibliothèque complètement obsolètes. La conséquence de tout ça, c'est que en C++, les gens n'aiment pas avoir de dépendance et donc il y a très peu de réutilisation de code. Souvent, les gens préfèrent réimplémenter eux-mêmes des problèmes qui ont déjà été résolus par beaucoup d'autres personnes. En Rust, cette question est résolue par l'introduction de Cargo, qui est un outil qui est fourni en standard quand vous installez le compilateur du langage, qui vous fournit la gestion de compilation et la gestion de dépendance. C'est très simple à utiliser pour un projet de petite taille et ça se passe bien à l'échelle lorsqu'on commence à vouloir l'utiliser sur des projets plus gros. Il y a des gens, Google, qui utilisent ça au milieu de leur machin Basel avec un monorepo de plusieurs milliers de software et ça se passe très bien. Un truc que fait Cargo, c'est que ça rend la gestion de dépendance extrêmement triviale. Donc en fait, autant en C++, il y a une tendance à ne pas assez utiliser le travail des autres et à réinventer la roue tout le temps. Autant C++, on est limite plus proche du problème inverse, où c'est extrêmement facile de partager du code, et parfois les gens vont réutiliser du code, alors que franchement, ça leur aurait pas coûté beaucoup de le refaire eux-mêmes. Parlons d'un autre sujet, qui lui est spécifique à C++, il n'a pas d'équivalent en Rust, c'est le problème de la fragmentation de la communauté. Alors elle est sur deux axes. D'abord sur le plan humain. Moi, dans mon entourage de programmeurs C++, je distingue trois sous-populations. Il y a les gens qui ont appris à programmer en C++ dans les années 2000, avec le standard de l'époque, C++ 98 ou 2005, qui est une variation mineure, et qui n'ont jamais appris ce qui est arrivé dans le langage depuis là. Et que quand ils voient un STD unique PTR, ils sont perdus. Après, il y a les gens qui ont appris à l'époque de C++ 11, 14, 17, ou qui ont réussi à se mettre à jour par rapport à ce standard, et qui utilisent des trucs comme des lambda, des smart pointers, etc., qui sont arrivés à la bibliothèque standard à ce moment-là. Ces personnes-là regardent avec mépris les personnes qui ne connaissent que le C++ 98 et refusent plus ou moins de toucher à leur code. Et puis après, on a une troisième population, qui est les gens qui sont toujours à courir après le dernier standard en date, qui vont avoir du code rempli de concepts, de coroutines, de modules qui ne compilent qu'avec un seul compilateur, et qui eux aussi vont regarder avec mépris les personnes qui font du C++ 11, 14, 17 parce que le reste c'est beaucoup mieux et on devrait réécrire tout le code C++ 11 existant avec leur nouveau standard. Et donc ce que ça veut dire, c'est concrètement, vous avez trois populations de programmeurs qui prétendent utiliser le même langage, mais qui en fait en parlent un dialecte différent et finalement avec un tant soit peu de dogmatisme incompatible. Ça, c'est un problème. Mais c'est un problème surtout qui va en s'aggravant. Parce que maintenant, on est sur l'idée de sortir une nouvelle version du standard C++ tous les 3 ans, alors que derrière l'enseignement du C++, il y en a très peu de personnes qui enseignent le C++. Euh, il y en a de moins en moins même. Pas mal de personnes qui enseignaient traditionnellement le C++ maintenant vont enseigner d'autres langages comme le Python, le Go, etc. Et les cours sont pas mis à jour. Donc souvent, on va enseigner que du vieux C++. Donc vous ne pouvez pas présumer qu'au fil du temps, la population de personnes qui maîtrisent le dernier standard va augmenter et que ce problème va arrêter d'exister. Et en fait, il va en s'aggravant.
Et conséquence pratique de ça, par pragmatisme, finalement, la plupart des grosses bases de code C++ sont un mélange incohérent de style C++98, de style C++11, de style C++20, ce qui veut dire qu'il y a 15 000 façons différentes de faire la même chose qui sont présentes dans le code. Donc les patterns varient d'un coin du code à l'autre, et donc il y a plus d'erreurs, il y a plus de bugs, etc. Ça, c'est pour les gens. Mais on a aussi un problème avec la techno en C++. Il y a encore des personnes sur Internet qui défendent que c'est bien d'avoir un standard avec plusieurs implémentations. Alors, le problème pratique avec ça, c'est que qui dit plusieurs implémentations dit qu'on a un compilateur incompatible, sachant que ça devient un peu moins vrai avec le temps, mais ça a historiquement été très vrai pendant très longtemps, et donc c'est vrai de toutes les bibliothèques actuelles. Euh, Quand on veut faire des choses un peu avancées en C++, de la vectorisation, de la manipulation d'entiers efficaces au niveau machine, on a besoin d'utiliser des extensions spécifiques à chaque compilateur. Donc ça veut dire qu'en fait, du code C++ qui fait des trucs un peu avancés ne doit pas implémenter du C++ standard. Il va utiliser une combinaison de C++ standard et d'extensions spécifiques à chaque compilateur et donc implémenter manuellement en partie le support de chaque compilateur. Et vous allez me dire, oui, mais du coup, on a plein de compilateurs, donc du coup, c'est de la compétition et la théorie capitaliste nous dit que ça va régler le problème, ça va régler tous les problèmes et tous les compilateurs vont supporter parfaitement le dernier standard en SDAT. J'aimerais bien. Sauf que on est en 2024 et le standard C++20 qui, comme son nom l'indique, est sorti en 2020, qui est toujours incomplètement supporté par l'ensemble des compilateurs récents. Et ça, c'est pour les compilateurs récents. Parce que dans la pratique, en calcul, on va souvent avoir affaire à des serveurs où les gens ont installé Red Hat Entreprise Linux. Dans l'embarqué, ils vont avoir affaire à des distributions Linux dont vous n'avez jamais entendu parler, dont la seule qualité, c'est d'avoir des drivers pour leur matériel. Et dans tous ces environnements, finalement, entreprises, les gens vont pas avoir accès aux derniers compilateurs, ils vont avoir accès à des vieux compilateurs. Donc ça aussi, c'est une source de fragmentation assez terrible. Enfin, une des principales raisons pour laquelle le C++ est devenu populaire et qu'on peut encore en parler aujourd'hui, après quand même une trentaine d'années d'existence, ce qui est un bel effort, c'est que le C++ c'est beaucoup basé d'abord sur la compatibilité avec le langage C, puis après, plus tard, avec la compatibilité avec lui-même. Alors ça a permis aux gens qui pratiquaient déjà le C de s'adapter facilement au C++, mais ça veut aussi dire que finalement, maintenant, pour maintenir la compatibilité avec le code C++ existant, on va devoir vivre pour l'éternité avec le préprocesseur C, ses macros par copier-coller, son système d'include complètement cassé, les types primitifs du C dont la taille est mal définie, ce qui est une source très courante d'erreur quand les gens portent du code entre différents matériels. L'idée d'avoir des littérales typés qui causent des problèmes de performance ou de troncature dans tout code non trivial qui fait des calculs. Le fait d'avoir une palette de conversion implicite extrêmement large qui là encore est source de problèmes. Le fait que par défaut, quand on bascule entre différentes valeurs d'un entier, le comportement est de ne pas s'arrêter après avoir traité une des valeurs, mais d'aller à la valeur suivante. L'affectation qui fait des copies par défaut, alors que la plupart des gens seraient d'accord aujourd'hui que vaut mieux faire un move par défaut pour des raisons de performance. STD vector bool qui ne fonctionne comme aucune des autres versions d'STD vector, STD numérique limits min qui ne représente pas la valeur minimale des nombres, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses dont Rust, en tant que langage conçu plus récemment, peut se libérer, et ça, c'est quand même bien agréable. Il y a un dernier point qui peut être fait vis-à-vis de l'évolution C++, c'est que finalement, en fait, on observe une tendance où si on veut savoir qu'est-ce que C++ fera demain, en fait, c'est simple, il suffit de regarder qu'est-ce que Rust fait maintenant. Si vous prenez C++ 17, qui est la première version de C++ qui est sortie après la V1 de Rust, en fait, vous allez trouver qu'il y a beaucoup des fonctionnalités de C++ 17 qui sont finalement un rattrapage par rapport à des choses que Rust intégrait dans sa bibliothèque standard et dans le langage de cœur depuis la V1. Et que des fois, ces rattrapages, ils ont vraiment été très mal faits. Genre, c'est des trucs qui sont universellement reconnus comme des catastrophes, à part par les plus zélés des zélotes, et que les gens normaux ne veulent pas utiliser parce que c'est une catastrophe au niveau ergonomique. Et C++20, c'est encore pire. La liste s'allonge encore plus de ce qui est du copier-coller bon. La bonne nouvelle, c'est que voilà, la proportion de bons copier-coller augmente, même si quand le copier-coller est raté, il est vraiment raté. Donc pour conclure, au vu des différents arguments que je vous ai exposés, mon point de vue, c'est qu'en 2023, il y a deux bonnes raisons de lancer un projet en C++. Soit on est lié à une grosse base de code C++ existante qu'on ne veut pas ou ne peut pas réécrire maintenant, soit on travaille dans un domaine
où C++ bénéficie de sa plus grande maturité, donc il a des bibliothèques mieux finies, etc. Dans tous les autres cas, j'aurais tendance à vous recommander, pour les nouveaux projets, d'utiliser Rust, parce que le langage a atteint un niveau de maturité où c'est rare d'être bloqué par le langage, quasiment tout peut être résolu par une bibliothèque. L'ergonomie est infiniment supérieure, on passe beaucoup moins de temps à débugger ces programmes, ce qui veut dire qu'on a plus de temps pour faire des choses utiles, genre des fonctionnalités, des optimisations, etc. Et finalement, de mon point de vue, c'est terrible à dire, mais en tant que langage, Rust est un langage moins obscur et mieux supporté par l'infrastructure logicielle que les versions de C++ 20 et 23. Vous trouverez plus facilement des programmeurs Rust en fait que des programmeurs C++ 20, C++ 23, C++ 26. Donc l'argument du on a des devs, on a des bibliothèques n'est même plus vrai en fait. Dès qu'on considère les standards C++ comme des communautés séparées, ce que j'espère que je vous ai convaincu qu'on devrait faire. Donc voilà qui conclut ma première partie sur pourquoi on calculerait en Rust. Et du coup, rendez-vous dans 1 mois et demi pour vous parler un peu de comment on fait en pratique, si je vous ai convaincu que c'est intéressant. Comment on manipule les tableaux, comment on gère le parallélisme d'instruction, la vectorisation, la parallélisation, le GPU, etc. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Merci Adrien. Bon, on va tout de suite prendre les questions. Oh là là, il y a beaucoup de choses. Alors, Firefox n'est-il pas codé en Rust? Non, Firefox est historiquement codé en C++. Rust a été inventé dans le cadre de ce développement parce qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'ils n'arriveraient pas à faire ce qu'ils voulaient faire en C++. Mais vu la taille de la base de code de C++, ils ont pas tout de Firefox, ils n'ont pas tout réécrit d'un coup. Ils ont réécrit des modules un par un en partant des modules qui étaient le plus critiques pour la sécurité ou pour la performance. Genre, ils ont commencé par la gestion du CSS parce que ça, c'est extrêmement difficile et ils avaient tout le temps des failles de sécurité et des problèmes de bugs liés à ça et des problèmes de performance. Ils ont réécrit ensuite les codecs multimédia qui sont une autre grosse source de bugs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la statistique au début qui disait que 90% des bugs de codecs multimédia dans Android viennent de failles de sûreté mémoire. Enfin voilà. L'idée, c'est que Firefox, au fil du temps, va ajouter des modules Rust, mais c'est aujourd'hui un hybride C++ Rust et ça va probablement pas changer demain, quoi. Ça va juste peut-être aller vers plus de Rust au fil du temps. Ok, on a Antoine qui nous dit, en tant que dev C++, je suis tout à fait d'accord avec tous les problèmes terribles que tu as soulevés dans ce langage. Moi aussi, je suis d'accord d'ailleurs. En tant que dev Rust, quels sont selon toi les problèmes terribles que Rust pourrait avoir, s'il y en a, des choses que tu pourrais bien voir? Parce que c'est vrai que la Rust est quand même très jeune, donc est-ce que tu peux développer là-dessus? Sous l'angle du calcul, le plus gros problème, c'est l'immaturité. Il y a Oui. des choses, comme le GPU, je vais vous montrer la prochaine fois, on peut programmer en GPU en Rust, mais ça va être loin du niveau de confort de ce qu'on peut avoir avec CUDA ou SQL en C++. Oui, bah c'est jeune, quoi. En fait, c'est un peu ça, Voilà. c'est ce que tu as résumé à la fin, c'est le point fort de Rust, c'est qu'il est jeune, et le point faible de Rust, c'est qu'il est jeune. Exactement. Mais du coup, tu te trimbales pas l'héritage ancestral de C++ ou des choses comme ça. Donc effectivement. Ça, pour moi, c'est de loin le plus gros problème. Oui, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, il y a un truc que tu n'as pas dit. Je me donne la parole à moi-même avant de passer sur la suite. Quand tu parles de ces mecs qui est terrible et insupportable, il y a un truc que tu n'as pas dit, c'est que c'est de très très loin le meilleur système de build pour C++. Oui, c'est Parce pour ça que que les gens ont Sconce, standardisé c'est dessus. n'importe quoi. Les WAF, autres de toute sont façon, c'est pires. tellement n'importe quoi qu'il est mort. Enfin, tous les autres qui ont essayé de, de prendre la place de ces mecs se sont tous lamentablement cassés la gueule. Parce que c'est très difficile et ces mecs fait tellement de choses et tellement puissant que, voilà. Après, il y a un truc, bon, ça, t'en as pas beaucoup parlé. Il y a un truc qui est très puissant aussi. Mais après, c'est aussi lié à l'âge de ces mecs par rapport à Cargo. C'est que ces mecs a instauré une manière de faire. Tu sais, quand t'installes avec des préfixes, tu testes si tes dossiers existent ou des choses comme ça pour retrouver tes paquets. Mais il n'y avait pas de manière claire pour faire ça. Et du coup, eux, ils avaient une interface qui est très générique. Là où Cargo verrouille beaucoup plus les choses et dit, bon, bah, un paquet, ça s'appelle comme ça doit être trouvé comme ça doit contenir ça, ça et ça, et point barre. Et du coup, effectivement, tu as beaucoup plus de confort à développer en cargo parce qu'il défriche énormément les choses qui ont été faites par ces Des mecs fois, avant, quoi. contraindre, ça aide en fait. Oui, mais justement, mais ces mecs, du coup, a pas pris parti et s'est dit, bon, bah, on va laisser aux utilisateurs le C'est soin un de peu faire ce le qu'ils même veulent. argument qu'il y a en faveur de Meson en C++. Hmm. Alors, on va continuer.
Donc il y a GM qui nous dit, merci, très intéressant. Petite question, faire une interface pour appeler du code C++ est facile? Ça dépend du code C++. Il y a des choses en C++ qui sont impossibles à appeler depuis Rust, c'est tout ce qui est les templates, parce que en fait, pour instancier une template, il faut appeler le compilateur C++. Il y a des choses qui peuvent être appelées depuis Rust, mais ça va être un peu moins confortable que d'habitude. Ça va être par exemple les méthodes virtuelles, parce qu'il n'y a pas d'équivalent strict à l'héritage de C++ en Rust, donc on doit contourner un peu. Et puis, il y a des choses, on va dire tout ce qui ressemble plus finalement un peu plus à du C, qui sont relativement faciles à appeler en Rust, même si on reste à une interface entre langages avec les problèmes habituels, faut faire bien attention à l'ownership de ces pointeurs, etc. Il y a tout un écosystème en croissance de petits outils pour faciliter un peu ce genre de travail en essayant de traduire automatiquement des headers C en Rust, histoire de pouvoir faire le binding plus efficacement. Euh, c'est en croissance, mais c'est encore un truc qui est un peu difficile, quoi. Il y a Guy qui nous demande, peux-tu nous démolir Julia versus Rust en 5 secondes? Bah, le truc avec Julia, c'est que les gens ils se sont dit l'overloading c'est cool, on va tout faire avec. Sauf que du coup, bah, vous avez vu le genre de message d'erreur que je vous ai montré en C++ de 10 km lié au fait que les gens ont basé un peu trop de choses sur l'overloading. Bah, coder en Julia au quotidien, c'est ça en permanence. Vous êtes en permanence en train de débugger un système d'overload, de fonctions overloadées. Et vous avez le même problème qu'en C, d'être tout le temps dans un namespace global où c'est pas possible de hiérarchiser les API. Donc quand vous importez une bibliothèque, vous avez 3 milliards de fonctions qui sont importées en même temps dans votre scope global, etc. Ok, on a Daniel qui nous demande comment Rust se positionne par rapport au langage Ada. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, ces deux communautés qui se connaissent, par exemple, les gens d'Adacor qui travaillent sur le compilateur GNAT maintenant travaillent aussi avec Feroz System à l'établissement d'une spécification formelle pour Rust. Euh, je dirais, pour avoir utilisé les deux langages, que ils mettent pas leur budget complexité au même endroit. Ada, typiquement, a dépensé beaucoup d'énergie à permettre aux gens de définir leur propre type entier, qui ont un certain range, qui utilisent un certain nombre de bits, etc., ce qui permet de définir des champs de bits de façon très élégante. À l'inverse, tout ce qui est sûreté mémoire, c'est quelque chose qui en ADA a été fait de façon beaucoup moins flexible qu'en Rust, et on est souvent obligé de tricher avec le système et d'utiliser l'équivalent local de Unsafe par rapport à Rust, où on peut davantage aller loin en suivant les règles. Ensuite, on a Florent qui nous dit Mozilla a démarré le développement de Cerveau et l'a abandonné apparemment sur Ouais, bah en fait, cerveau.org. Cerveau à la base avait pour vocation d'être un prototype de navigateur web, sauf que ce qui s'est passé finalement, c'est qu'ils ont récupéré les morceaux de Cerveau qui leur plaisaient, ils les ont mis dans Firefox. Ils ont dit bon, finalement, est-ce qu'on a encore du sens d'avoir Cerveau maintenant que les meilleurs bouts de Cerveau on les a mis dans Firefox, quoi. Ok, ensuite on a Voudroy qui nous dit bonjour, merci pour ta présentation. Y a-t-il un équivalent de Swig pour Rust? Donc pour binder typiquement du Rust en Python de manière feignante. Euh, donc pour Python, c'est plutôt bien fait. Il y a un truc qui s'appelle PyO3, j'ai jamais utilisé, mais les gens qui l'utilisent en disent vraiment beaucoup de bien sur Internet et je ferais bien des essais un de ces jours pour me faire ma propre opinion. Ok, bah à tester quoi. Si t'as le temps pour l'école, ça peut être rigolo. Sylvain qui demande Ego dans cette affaire. Alors, c'est deux langages qui s'adressent à une population très différente, hein. Go, à la base, essaye de reprendre l'héritage du C en disant on veut faire le langage le plus conceptuellement simple possible, on veut avoir le moins de concepts possible pour un résultat donné, hein, quelque chose qui est facile à apprendre. Le prix que paye Go pour ça, c'est que en essayant d'être simple, parfois ils sont simplistes. Genre, la gestion d'erreurs en Go, c'est un peu une catastrophe, quoi. On a un système où les fonctions retourne deux valeurs différentes, un résultat normal et une erreur, en ayant l'espoir fou que les programmeurs vont gérer la deuxième valeur de retour. Sauf que ce qui se passe dans la quasi-totalité des programmes Go, c'est que les gens ils mettent un underscore pour ignorer l'erreur et à la fin on se retrouve dans la même situation que le C. Un autre truc, c'est que Go, on dit on veut rendre l'asynchronisme simple en cachant toute la complexité associée sous le tapis. Le prix qu'ils ont payé pour ça, c'est que interfacer le C et le Go est extrêmement complexe, ce qui est la raison pour laquelle Go doivent faire l'équivalent de recoder la lib C
dans leur langage, alors que Rust peut se permettre de réutiliser la libc existante, ce qui leur évite pas mal de problèmes. Et puis typiquement, si tu fais du HDF5, derrière, c'est le HDF5 de C qui est appelé. Mm. Clément qui nous dit, mais Firefox hybride les deux, alors C++ et Rust sont interopérables, non? Quid de l'une des deux raisons de rester en C++ si on démarre un projet en héritant d'une base de C++? Comme j'ai dit, cette interopérabilité est limitée. Il y a, on va dire, le sous-ensemble C de C++ plus quelque chose qui prête pas trop à conséquence peut être assez facile, peut assez facilement interopérer avec Rust. Par contre, il y a plein de trucs que les gens sont habitués à utiliser en C++ de nos jours, comme les templates, qui peuvent pas être exposés côté Rust parce que ça requérait d'appeler un compilateur C++ pendant la compilation d'un programme Rust, et ça, c'est un truc que les gens n'ont pas envie de faire. Et vice-versa, le C++ qui essaye d'appeler du Rust peut pas facilement utiliser la généricité aussi. En gros, ils doivent se retrouver un peu comme quand on parle entre Python et Java, en fait, finalement, les deux se retrouvent à parler en passant par le C, quoi. Donc on peut interopérer le C++ et le Rust, mais il faut passer par un sous-ensemble un peu désagréable des deux langages. C'est pas très simple. Il y a des gens qui essayent de faire des outils pour rendre ça plus simple, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit vraiment quelque chose de simple et intuitif. Ghislain qui nous dit, avis sur ILO, ex-Val, par rapport à Rust. Alors, avant de s'appeler Val, il s'appelait V ce langage, et je me rappelle d'un article de blog qui titrait V is for Vaporware. Ça résume à peu près mon opinion actuelle, c'est qu'ils font beaucoup d'annonces et j'attends de voir les résultats concrets. Ok, juste pour dire, donc là on a Guy qui nous repose une question. Donc juste pour dire que pour l'interactivité, on peut cross-compiler par Exa sur macOS pour Android, iOS et WebAssembly. Visiblement, on ne peut pas faire cela avec Julia, mais quid du graphique portable en Rust, faire de l'OpenGL ou le problème d'un GUI portable? Bon, même si tu vas faire un petit peu de Vulkan, mais Alors, vas-y. sur ça, je marquerai une nuance entre le graphique et le GUI. Le graphique en Rust, c'est vraiment très avancé. Les bibliothèques pour utiliser OpenGL et Vulkan sont superbes. Il y a aussi un autre écosystème qui s'est pas mal développé, qui est autour du standard WebGPU, qui à la base voulait exposer l'équivalent de Vulkan et Metal au web, donc sans le comportement indéfini, parce que c'est pas acceptable que votre page web invoque du comportement indéfini. En fait, les gens se sont rendus compte que c'était pas une mauvaise API pour coder en natif aussi, et donc c'est très utilisé en Rust également. Ça, c'est pour le graphique en mode, voilà, je prends mon API graphique et je vais faire mes listes de triangles à la force des points. Euh, le GUI, par contre, c'est un truc qui est beaucoup moins mature en Rust, en partie parce que la principale façon par laquelle Rust a réussi à éliminer le comportement indéfini, c'est en limitant les possibilités de faire de la mutabilité partagée. Et en fait, la quasi-totalité des bibliothèques de GUI existantes sont basées sur l'idée que on a des objets mutables dans l'équivalent de variable globale, accessibles en écriture par des callbacks aux quatre coins du monde. Et donc du coup, il y a un travail en fait à faire de reconception des bibliothèques graphiques pour les adapter au vocabulaire d'abstraction de Rust. Et donc ça prend du temps. C'est moins mature aujourd'hui. Et on a Adrien, mais un autre du coup que toi, qui nous demande à quel point est-ce que l'abstraction des itérateurs, exemple du SexPy dans les slides, est coûteuse, compilation runtime en pratique. J'ai jamais eu de problème, ni de coût de compilation, ni de mauvaise génération de code au runtime avec. Il y a un truc, c'est les réductions, où là, je me suis retrouvé à coder une petite bibliothèque qui fait des réductions plus efficaces en étendant les itérateurs Rust standard avec un paramètre supplémentaire où en fait on dit je veux faire ma réduction avec n fils d'instructions en parallèle. Donc on utilise du parallélisme d'instructions. Et avec cette modification assez simple, finalement, on se retrouve avec des itérateurs qui peuvent générer du code équivalent à ce que j'aurais fait avec des instructions vectorielles à la main, quoi. Oui, donc c'est ce que j'ai montré la semaine dernière en fait, mais sans l'entrelacement, mais ok. Ghislain qui nous dit support de Windows, on ne choisit pas ses utilisateurs. Bah, c'est officiellement supporté. Maintenant, c'est Microsoft qui maintiennent la crête officielle qui expose l'API Windows. Donc ça Il y a existe. Ok. beaucoup de travail qui a été fait aussi au niveau de la bibliothèque standard
pour avoir un vocabulaire d'abstraction qui se passe bien, que l'OS soit Windows ou Linux. En fait, si vous avez déjà essayé d'interagir avec les API d'OS en C ou en C++, vous avez peut-être constaté que le C fait un peu la supposition implicite que l'OS sous-jacent est un Unix. J'en ai dit que les chaînes de caractères, c'est des tableaux d'octets. Sous Windows, c'est faux. Et donc, la... en Rust, ils ont essayé de gérer ça avec un vocabulaire d'abstraction un petit peu mieux foutu, qui permet par exemple de bien gérer la conversion entre le type chaîne de Windows et le type chaîne de Rust. C'est plutôt sympa en pratique. Bah là, du coup, on est arrivé au bout des questions, donc je peux éventuellement improviser une petite question. Là, quand tu parles, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que quand tu parles des trois communautés C++, en fait, parce que t'as les vieux de 98, les moyens de C++ 11 et puis les nouveaux de C++ 20 qui n'arrivent pas à se parler. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça quand même, c'est que malheureusement, enfin, il y a aussi le génie logiciel qui a évolué depuis. Et, euh, et en fait, les vieux codes, c'est pas qu'ils sont écrits avec des fonctionnalités qui sont pas au point par rapport à celles de maintenant, c'est surtout qu'ils sont pas forcément testés et pas forcément documentés. Donc au final, en fait, t'as le problème avec tous les langages anciens. C'est pas la faute de C++, c'est juste que les gens, ils développent comme ils peuvent, et puis dès qu'ils ont un truc qui tombe en marche, bah, ils disent, bah, c'est bon, on passe à autre chose, alors qu'en fait, du coup, derrière, on peut pas maintenir, quoi. Mais ça, c'est encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bah, en fait ce qui est puissant dans Rust, en fait, c'est qu'il est jeune et du coup, il n'a pas Ah, encore tout ce problème. le problème que tu dis, Rust l'aura dans 30 ans. Bah, c'est ça, et ça aussi, c'est un truc qui est un peu ballot. Après, ça aussi, c'est une question que je me posais parce que justement, que tu dis le C++, c'est pas facile à apprendre et le Rust non plus. Est-ce que tu conseillerais à des gens qui n'ont jamais programmé, qui voudraient se mettre à la programmation, de commencer par Rust? Est-ce que ça pourrait se tenter? Ou est-ce que c'est mieux de passer par un autre langage avant, histoire de s'imprégner déjà de d'autres choses? Il y a des gens qui ont essayé dans des universités américaines et ça s'est pas trop mal passé. Ok. Après, je pense qu'il faut savoir c'est quoi son objectif pédagogique, parce qu'en général, les gens qui faisaient des cours comme ça, leur objectif c'était d'apprendre aux gens pas n'importe quel type de programmation, mais la programmation système, donc tout le côté gestion manuelle de ressources, pilote de périphérique, programmation bas niveau, etc. Et pour ça, effectivement, bah en fait, il n'y a pas beaucoup d'alternatives différentes. Il y a C, C++, Rust, et des Oui, langages ça. obscurs dont personne n'avait entendu parler. Bon, ok, Ada à la limite. Euh, Si tu me dis maintenant, je veux faire un cours de programmation pour le calcul numérique, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai ce que je recommanderais. Oui, il faut peut-être attendre qu'il mûrisse un petit peu. Voilà. Ouais, ce que tu disais pour le GPU, des choses comme ça, faut attendre encore un petit peu. Après, il y a quand même des bons trucs, hein, mais Bah, c'est ce que je vais montrer, c'est qu'on peut quand même déjà faire des choses assez sympas. oui. Mais à un moment, bah, pour que ça avance, il faut avoir des développeurs, et pour avoir des développeurs, il faut que ça avance. Donc, moi, j'essaye de trouver un moyen de briser ce cycle infernal, et je pense que le plus simple, c'est juste de dire aux gens, bah voilà, quand même, Rust est aujourd'hui arrivé à un niveau de maturité où, pour des personnes qui sont habituées au C++, on peut faire pas mal de choses avec. C'est entre guillemets juste une question d'écrire les bibliothèques. Et bah voilà, c'est un peu un appel à contribution, quoi. Alors, on a Antoine qui nous dit finalement la programmation en C++ est souvent rendue incompatible avec la réutilisation parce qu'elle est liée au duck typing, là où Rust permet de remapper les noms. Pour moi, c'est presque bloquant pour commencer un gros projet aujourd'hui, même si l'écosystème est plus grand. Ça dépend. T'as un avis là-dessus, Adrien? D'avis particulier là-dessus. Bon. Est-ce que tu as un avis sur OCaml? Ah bah c'est le langage avec lequel j'ai appris la programmation fonctionnelle, alors forcément j'ai un avis positif dans ce domaine précis. Par contre, un truc que j'aime bien euh, en Rust par rapport à OCaml, c'est que en OCaml, à chaque fois qu'on fait du code qui fait de la mutation, on a l'impression de faire un truc sale. En Rust, la mutation est un citoyen de première classe dans le langage, entre guillemets. Je sais pas si tu vois la nuance, mais j'ai un peu l'impression qu'OCaml essaye un petit peu trop de me pousser vers un style fonctionnel, même quand c'est pas approprié. Et du coup, je le considère comme un bon langage pédagogique, mais pas forcément un langage que j'aurais envie d'utiliser pour tout et n'importe quoi. Je vivrais uniquement dans un cadre d'application où un langage fonctionnel pur a du sens, quoi. Ok. Parce que là, ouais, typiquement, quand tu écris ton code, donc tu nous as dit en Rust, c'est quand même très agréable de ne pas avoir à appeler toutes les fonctions du monde pour être sûr que ça fonctionne. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est un peu pénible en C++, quand tu fais des templates. Mais tu as, quand même
des réflexes pour faire des tests unitaires ou des choses comme ça? Enfin, certainement, tu peux en faire moins, mais il y a quand même, je suppose, des réflexes à Comme avoir je de l'ai ce point de vue-là. montré dans mon exemple avec la médiane, il y a un certain nombre de bugs qui sont éliminés à la compilation, mais pas tous. Oui, donc il y en a quand même à tester. Ouais, il y a quand même des Euh, choses. Moi, pour ça, il y a une méthodologie de test que j'aime beaucoup, c'est le property-based testing. Depuis que j'ai découvert ça, j'en mets partout et en Rust, ça tombe bien, il y a des bonnes bibliothèques pour ça. L'idée, c'est en fait, on n'écrit plus des tests sous la forme je choisis mes données d'entrée et je dis quels vont être les résultats. On écrit des tests sous la forme un générateur aléatoire m'impose des données d'entrée que je n'ai pas prévues, et ce point est très important, et je dois décrire des propriétés générales du code en réponse à ces entrées aléatoires. Et ça, cette méthodologie test m'a aidé à prouver beaucoup de bugs, beaucoup plus de bugs en fait que le test traditionnel, simplement parce que le test traditionnel, en fait, comment dire, les données d'entrée qui me viennent spontanément en tête, c'est des données qui marchent. Parce que si je savais que la fonction marche pas avec ces données d'entrée, je l'aurais pas écrit comme ça. Donc, en général, les bugs de fonction, c'est des cas de données d'entrée que j'ai pas prévus. Et le property-based testing est bien meilleur pour couvrir ce genre de cas à la con. Oui, bah d'ailleurs, oui, ça c'est une très bonne remarque aussi. Je vais rebondir là-dessus parce que là, en fait, tu veux tester, enfin, quand tu testes avec tout n'importe quoi, tu essayes plutôt de tester des fonctions plutôt haut niveau. Parce qu'après, si tu veux faire des fonctions qui sont très, très optimisées, typiquement, là, tu disais sur le state transform, mais moi, un state transform, pour moi, c'est l'équivalent des fonctions qu'on peut avoir dans un fond de boucle où on fait beaucoup de calculs. Et tu vas pas passer ta vie à tester, est-ce que j'ai vraiment des éléments dans mon tableau, est-ce qu'ils sont vraiment alloués? Tu pars du principe que normalement, c'est censé être le cas, parce qu'autrement, tu vas perdre un temps infini à tester si c'est vrai. Donc Et, là, pour euh, moi, et c'est du le coup, boulot d'une est-ce que tu peux, abstraction, en fait. mais du coup, est-ce que tu peux restreindre ton générateur d'entrée aléatoire en lui disant, bon, là, c'est quand même une fonction qui doit prendre que des floats qui sont bien définies et avec un nombre qui va bien et Oui, en fait, tu peux quand quand même on lui fait donner du, des indices à quand ton, on à fait ton du générateur? property-based testing un peu avancé, en fait, ce qu'on finit par faire, c'est qu'on utilise des générateurs de nombres aléatoires qui sont un peu biaisés. Ah, ok. On a tendance à favoriser des valeurs où on sait malgré tout qu'elles ont plus de chances de trigger des bugs que les autres, en gardant la possibilité de temps en temps, sur un coup de chance du RNG, de sortir une valeur à laquelle on n'aura pas pensé. Mais enfin, t'as pas la même séquence à chaque fois que tu lances ton test? Non, par contre, si Ouais, tu mais du coup, pour utilises, la reproductibilité, voilà, enfin, quand tu fais un test unitaire, tu vas te tirer une balle. c'est là que je vais y venir. Donc, PropTest, la bibliothèque que j'utilise, la façon dont elle gère ce cas, c'est que lorsqu'elle trouve un échec, elle écrit dans un fichier où elle émet sur stdout une seed qui permet ensuite de relancer le test avec cette graine-là. Ah, ok. C'est pas Euh, exactement une seed, c'est plutôt ça met comment dire une liste de régressions passées pour que par la suite, quand tu démarres ton test, il commence par essayer les cas d'erreur connus précédemment avant de repartir sur le test aléatoire. Ah oui, t'as deux phases. Ok. Ouais. Tu commences à retester ce que tu connais, et puis après, tu vas voir des fois que. Alors, on a Florent. Ah, au secours, le chat qui bouge. On a Florent qui nous demande est-ce que le support d'Unicode est bon dans Rust? Franchement bon. Déjà, les types chaînes sont UTF-8 par défaut. Le type char, c'est un code point Unicode. Les fonctions standards qui permettent par exemple de couper des chaînes en deux assurent qu'on ne peut pas couper l'UTF-8 au milieu d'un code point. Après, voilà, ça fournit des bonnes bases, mais on aura quand même besoin de bibliothèques complémentaires dès qu'on fait des trucs un peu avancés. Par exemple, si tu veux savoir, j'ai eu le cas dans un de mes programmes dont je vais vous parler la semaine prochaine, la largeur d'un texte en colonne dans un terminal. Ça, en fait, il y a un algorithme en standard Unicode qui permet d'en avoir une idée, mais ça, c'est pas fourni en standard bibliothèque standard, quoi. Faut utiliser une bibliothèque tierce. Alors, du coup, c'est la semaine d'après, la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est moi, hein. Je sais pas la semaine prochaine que je fais Profiler. Ah non, c'est la semaine Non, d'après, c'est ouais. la semaine d'après. Si, Me si, c'est pique pas, vendredi. me pique pas On mon fait les deux créneau. jours consécutifs. Ah, mais t'es vendredi, toi, t'es pas jeudi. Ouais. Ah, ok. Du coup, est-ce que j'en suis alors, on est à Antoine qui nous dit, je connais pas cette méthode, c'est proche du fuzzing, sauf que je sais pas trop à quelle question ça Ouais, bah se. c'est par rapport au property based testing. Bah en fait, le Ah fuzzing, oui, ok. tu peux le voir comme un cas particulier de property based testing où ta donnée d'entrée, c'est des mutations autour d'une valeur initiale que tu connais comme étant correcte, et ton critère de réussite échec du test, c'est est-ce que le programme a craché. Ah, mais juste cracher, enfin, après, t'as pas plusieurs. Genre, parce que tu peux avoir un programme qui crache pas, mais le résultat est faux et Crois pas que les faiseurs typiques détectent les résultats faux. c'est un peu ballot, ça. Bah, disons que l'idée, c'est que en fait, faut voir le contexte dans lequel c'était développé. C'est par des gens en sécu qui cherchaient des buffer overflow dans du C et du C++. Et en fait, heureusement, un buffer overflow involontaire
où il n'y a pas un attaquant qui a soigneusement choisi la façon dont c'est fait, la plupart du temps, ça va conduire à des corruptions de données et à un crash. Et donc de cette façon-là, le fuzzing te permettait de trouver des crashs et donc des buffer overflow possibles. Ah bah il y a Antoine qui nous dit qu'il fait de la prose sans le savoir. Comme quoi. Ensuite, on a Brûle qui nous dit que quid de OpenMP et Rust. Parce que, Il n'y a pas de support Rust dans le standard OpenMP pour l'instant. oui, c'est fait maison, c'est ce que tu nous disais. Comme je vous disais, ouais, pour l'instant, le parallélisme est essentiellement implémenté par le biais de bibliothèques en exploitant le fait que le système de type nous permet de le faire, quoi. Je vois pas ça changer à moyen terme parce que globalement, les gens sont assez contents avec les solutions à base de bibliothèque disponibles actuellement, quoi. Je sais pas si vous avez. Ah, si vous avez encore des questions. Guillaume qui nous dit super présentation, merci et bonne journée. Justin qui nous dit aussi merci et bonne journée. Bon, bah, je suppose C'est que. le tour, hein. Bah, là, on a quand même pas mal. Et puis, il faut en garder un peu pour la prochaine fois. Tellement j'avais peur de déborder comme un cochon, mais en vrai, ça va. Non, ça va, t'es dans la moyenne. On est. Bon, en fait, on va pas dire qu'on est en retard parce que, bon, on essaie de viser 11h30 parce qu'après. Parce que de toute façon, viser 11h, c'est pas possible. Il y a la mère qui nous dit merci beaucoup. Bon, qui nous dit merci, bonne journée. Adrien, moi j'ai une petite question en attendant que peut-être tu as quelques questions qui arrivent, c'est Karim. Euh, Aujourd'hui, si on se positionne en fait, tu vois, par exemple, tu vois, pas sur forcément un expert, mais une personne qui a envie d'apprendre en fait la programmation, tu vois, orientée calcul, hein, pour faire tourner en fait soit du massivement parallèle, soit de la vectorisation. Et en gros, qui sort de l'école, donc avec le background qu'on lui apprend aujourd'hui, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est possible en fait de lui donner des billes pour lui dire, pour faire ci ou ça, en fait, tu as plutôt intérêt d'utiliser tel ou tel langage. Est-ce que, tu vois, il y a j'allais dire, en fait, des sortes de schémas qui permettent, en fait, d'aider les gens, en fait, à sortir un petit peu de leur zone de confort. Quand je dis de leur zone de confort, en gros, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école. C'est une question qui dépasse un petit peu le cas de ta présentation, À la mais base, c'était l'un tu des vois, objectifs de l'école de faire sortir les gens de leur zone de confort en ça l'est, leur mais c'est pour ça montrant que je te de pose nouveaux la horizons, question. quoi. Mais C'est pour ça que je te pose la question. En dehors de l'école, en fait, est-ce que ça, c'est enseigné quelque part, en fait? Est-ce que ça existe? Est-ce que, tu vois, il y a des choses, en fait, sur ces sujets ou pas du tout? pas, pas sûr d'avoir compris la question en fait. Mais des cours de calcul, oui, il y en a, mais souvent c'est pas des cours d'ouverture d'esprit, c'est plutôt voici C'est ça. comment calculer avec tel techno. Et souvent, tel techno, en fait, c'est un petit peu les mêmes. Disons un effort d'ouverture d'esprit assez simple que pas mal de gens peuvent faire hein, déjà, Hmm. c'est de commencer par considérer un petit peu le calcul sous l'angle des maths. Finalement, un écueil de certaines formations au calcul, c'est qu'elles partent sous l'angle d'un langage précis et on va être allé voilà on va faire des stats avec NumPy, voilà comment on fait un machin avec NumPy, voilà comment on fait truc avec NumPy, voilà on fait bidule avec SciPy et il y a en général pas une réflexion très poussée sur c'est quoi les maths qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'elles attendent en entrée, dans quel cas elles sont valides, quoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, dans quel cas les algorithmes sont numériquement stables. En fait j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus aujourd'hui de cours de programmation numérique que de cours vraiment de maths appli pour le calcul numérique quoi et pense que c'est un truc, ça, il faudrait qu'il y en ait plus. Ouais, merci. Bah, Ouais, ouais, je suis 200% d'accord. je rebondis un peu sur la question de Karim parce que du coup, j'y pense maintenant. Est-ce qu'il y a des équivalents de OpenSHMEM, de MPI ou de HPX pour Rust? Il y a une bibliothèque qui interface MPI, je l'ai jamais utilisée, mais il n'y a pas de raison. Côté calcul distribué, pour l'instant, ce que je vois, c'est plus des gens qui font du back-end web, donc qui ont des besoins assez différents de ce que vont faire les gens comme HPX. Je vois pas de raison pour laquelle on pourrait pas le faire, c'est juste je crois pas que quelqu'un se soit lancé sur le truc. Ah si, il y a un peu le côté big data aussi qui commence à faire du distribué maintenant. Il y a je sais plus quel projet d'Apache, je crois que c'est Ballista, basé sur Arrow, qui vise à fournir un truc de calcul distribué en Rust, mais Ah oui, donc ça va arriver quand même. disons voilà, c'est un truc que les gens expérimentent, je sais pas à quel niveau de maturité c'est quoi. Oui, bah, c'est toujours pareil, il faut laisser le temps à ce que ça arrive, quoi. Mais ok, donc ça, bah, c'est très bien ça. D'ailleurs, tiens, j'ai une autre question, tant qu'à faire. On parlait beaucoup de maths, ça tombe bien. Tu nous as dit, c'est un peu un scandale en C, enfin, ou en C++, le compilateur, tu fais une boucle infinie en attendant que le théorème de Fermat soit faux, et et ça marche pas. Est-ce que en Rust, tu peux prouver des choses plus finement que ce qu'on pourrait faire avec un compilateur C++?
ce qui peut aller plus loin. Ça dépend ce que tu appelles prouver. Disons, Genre, je mets le théorème de Fermat, est-ce qu'il arrive à me dire, ah non, mais ça c'est toujours vrai, s'il te plaît, non. ben, Est-ce ça, que, alors il y a des bibliothèques qui essayent de faire ça où en fait, en gros, tu donnes des préconditions et des post-conditions à tes fonctions et il applique des prouveurs de théorème à la Z3 pour essayer de vérifier si tes post-conditions sont garanties par tes préconditions. ah ça c'est possible? Ouais, bah en fait, ça utilise des macros parce qu'encore une fois, les macros, ça peut générer du code et ça peut par ailleurs exécuter du code arbitraire à la compilation, donc tu peux faire ce que tu veux avec. Oui, mais après, il faut que tu puisses simplifier ce que tu as généré. Enfin, c'est quand même. Ouais. Bah, en fait, c'est Z3 qui fait le boulot de simplification en fait. Ah oui, d'accord, tu l'appelles derrière. Ok. Derrière, ce que fait ta macro, c'est elle ingère le code Rust, elle le transforme dans un truc que Z3 peut comprendre, elle le file à Z3 et elle prend la sortie de Z3 et elle la traduit sous forme d'erreur de compilation éventuelle, quoi. Donc, ça veut dire que tu pourrais aussi. Enfin, là, je pousse le concept un peu loin, mais régulièrement, bah, que ce soit ta présentation CPU ou la présentation de Vincent sur la précision du calcul ou des choses comme ça, où il y a toujours un moment, on dit pensez à vos identités remarquables, faites attention. Est-ce qu'il y a un moment où le compilateur pourrait faire ça à notre place? Si on lui demande gentiment, parce que par défaut, il peut pas le faire, mais si on lui demande gentiment. Ça, c'est un de mes vieux rêves de voir si on peut implémenter FastMath sous forme d'une bibliothèque où on peut contrôler les trucs à grain fin, mais pour l'instant, j'ai jamais trouvé le temps de le faire. Ah bah ça serait rigolo de le faire, ça pour le coup. Après, donc voilà, là je t'ai donné la manière, entre guillemets, les gens qui essayent de faire des preuves propres avec des outils faits pour ça, bien sûr, comme dans la communauté C++, dans la communauté Rust, tu vas trouver des gens qui font des choses un petit peu terribles avec le système de type pour faire des preuves sans faire appel à des outils externes. Ça, malheureusement, ces gens-là, bah, c'est pas parce qu'ils se sont mis au Rust qu'ils ont arrêté de commettre des péchés, quoi. Oui, bah ça c'est. Bah, c'est vrai que pour l'instant, j'ai quand même l'impression que la communauté Rust, c'est plutôt des gens qui viennent d'autres langages. Donc il y a quand même la volonté de faire les choses bien. On part pas de zéro et on fait les Disons que choses voilà, au pour pif. l'instant, on Donc, récupère entre guillemets les personnes d'autres langages qui sont le plus, qui se sentent le plus concernées par les buts de Rust en matière de fiabilité et tout. Un des tests intéressants pour le langage à l'avenir, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on aura des gens un peu plus normaux qui vont commencer à essayer. Est-ce que ça va partir en flamme comme le C++? Est-ce que ça tiendra là, ça tiendra le coup? bah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est en C++. Alors c'est peut-être aussi, bah, c'est peut-être parce que je suis vieux, je sais pas. Mais c'est vrai que tu disais en C++, on réutilise très peu de code. Et c'est vrai, en C++, on passe notre temps à s'échanger des idées plutôt que du code. Parce qu'il y a toujours le truc de, ah oui, mais attends, cette bibliothèque, est-ce qu'elle va être maintenue? Est-ce que le développeur a pas pété un Est-ce qu'il y câble a et une viré version la de dépôt de Red Hat? fonctionnalité? Voilà. Après, il y a tous les compilateurs ultra pénibles de Red Hat qui sont tellement vieux que c'est un scandale. Enfin, qui sont même plus maintenus d'ailleurs. Tu regardes la doc, ils te disent, ah non, depuis 2 millions, c'est plus maintenu. Et ils sont là, bah, c'est notre compilateur par défaut. Bah super, quel pif, les gars. Il y a toujours ce truc-là. Et c'est vrai que arriver et dire, bon, non, là, quand même, s'il vous plaît, faites les choses bien, ça suffit maintenant. C'est aussi un truc important, quoi. Mais c'est vrai que à voir, parce que pour le coup, tu pourrais aussi dire, là, pour le moment, Rust, c'est plutôt des initiés qui font les choses bien. Donc, t'as- tu récupères Que moi, tous ce les qui me rend modules qui optimiste, existent très vite comme tu veux parce que tu sais que ça a été fait par des gens sérieux. Mais après, quand tu auras à peu près n'importe qui pourra mettre des modules ou des paquets en ligne, bah, il y a peut-être un moment où le truc qui me les rend gens vont optimiste changer malgré d'avis et tout. vont se dire, bon, finalement, on va faire attention ou finalement, il y en a plus tant que ça des très bons paquets faits par des gens qui font les choses correctement. Donc, Il y a un truc qui me rend optimiste malgré tout, c'est que les premiers arrivés, c'est aussi ceux quelque part qui définissent les normes pour les suivants. Tu vois, si tu es mm. habitué à voir des bibliothèques de la qualité de Rayon ou CRD, finalement, quand tu tombes sur une bibliothèque qui est pas aussi bien faite, tes attentes sont brisées et tu trouves qu'il a un peu l'air d'un branquignol, le développeur qui a codé Oui, ça. oui, mais tu as déjà des attentes dans ce cas-là. C'est pas quelqu'un qui arrive, qui fait du Rust et qui prend le C'est premier code ça. qu'il trouve parce qu'il s'embête pas, un peu comme ce qu'on pourrait faire en Python, quoi. Et du coup, après, tu te poses la question, tu dis, ah, mais en fait, il y a qu'un seul gars qui développe ça? Ah, mais en fait, c'est pas mis à jour depuis 2 ans? Ah, ah bah, désolé, c'est Donc, quel dommage. je réponds vite Euh, fait à la question de Guy. oui, Est-ce qu'il y a oui, qu'un seul compilateur Rust? Alors, à l'heure actuelle, il y a un front-end Rust. Enfin, à l'heure actuelle, oui, mais il y en a plusieurs en développement. En fait, donc, il y a le compilateur actuel, on peut le décomposer en deux parties. Il y a le front-end qui est Rust C, qui comprend ce que c'est que le Rust, et le back-end qui est LLVM, bah, c'est LLVM, quoi. Il y a plusieurs back-ends autres qui sont à un stade assez avancé de développement. Je pense que peut-être dans les 2-3 ans à venir, on va les voir se stabiliser. Un, pour pouvoir générer du code avec GCC, histoire de pouvoir cibler l'ensemble du matériel que GCC supporte et pas l'LVM. Et un qui s'appelle CraneLift, qui à la base était conçu par les gens du WebAssembly,
et qui en fait est un compilateur qui est conçu avec pour objectif pas de générer du code aussi performant que possible, mais de générer du code très rapidement. Et donc qui optimise le temps de compilation au détriment des performances d'exécution. Et donc l'idée, c'est que les gens pensent que CraneLeaf pourrait être intéressant pour les builds de debug, histoire d'avoir un temps de réponse plus rapide. Donc ça, c'est pour les back-end. Côté front-end, il y a aussi un front-end GCC qui est en cours de développement, mais c'est moins avancé. Et je pense qu'il va leur falloir pas mal de temps pour arriver à un truc qui soit utilisable. Ok, bah tiens d'ailleurs, je rebondis sur cette histoire de compilateur. Comme là, justement, Rust C, c'est plus un front-end de la LLVM. Donc, c'est-à-dire que tu peux utiliser toute la magie qui se passe à l'intérieur pour faire de l'optimisation et tu peux aussi potentiellement utiliser les back-ends. Et à partir du moment où tu as des back-ends qui commencent à faire du SQL, à faire ce genre de trucs, à faire du TBB, on pourrait imaginer que Rust il puisse faire ça aussi. Alors ça dépend si c'est fait au niveau de Clang ou de LLVM, mais il y a par Bah, c'est plutôt exemple LLVM normalement qui fait Mais il y a ça. par exemple des projets, alors ça utilise des versions instables du compilateur, parce que ça c'est une fonctionnalité qui n'est pas stabilisée, mais qui permettent de générer du PTX à partir de code Rust, et donc du coup de faire l'équivalent d'un CUDA en Rust. Bah, tu peux faire du SPIRV, ouais. Et tu en as effectivement un deuxième projet qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Rust GPU, qui lui fait la même chose avec du SPIRV. Hmm. Mais puis il fait ça aussi en C++ avec du SPIRV. Enfin, on a un peu joué avec ça Ça, aussi. donc, voilà, c'est un peu expérimental, mais ça commence quoi. Mais du coup, c'est pas mal parce que le fait, c'est que ça a été développé pour le C++ à la base, mais comme Rust, il a juste le front-end de la LLVM, en fait, tout ce qui a Ça, été c'est développé pour C++ peut être réutilisé pour Rust potentiellement. C'est le bon côté d'avoir réutilisé l'LVM, quoi. Il y a Hmm. des mauvais côtés. On paye le fait que les API de l'LVM sont instables et donc du coup, il faut régulièrement réadapter la partie de Rust qui interagit avec SLVM, etc. Mais globalement, ça a été très bénéficiaire qu'ils aient choisi de réutiliser ça, quoi. Alors, les temps de compilation longs, c'est supportable. En fait, la façon dont c'est géré, c'est que il y a plein de modes de compilation différents. Quant à Cargo, tu peux faire un truc qui s'appelle Cargo Check, qui se contente de lancer le front-end et de rapporter les erreurs de front-end et de s'arrêter là. Et donc ça, c'est un temps de réponse qui est bien meilleur que la génération de code complète quand tu produis un binaire. Ça te permet d'itérer très rapidement. Typiquement, moi, je le map sur le contrôle S de mon éditeur de texte. Ça permet, quand je sauvegarde mon fichier, d'avoir instantanément les erreurs de compilateur dans l'éditeur de texte. C'est très sympa. Enfin, instantanément, bon, en moins d'une seconde, quoi. Tu as aussi le compromis entre build de debug et build de release. Dans leur configuration par défaut, les builds de debug sont incrémentales, c'est-à-dire que le compilateur est capable de réutiliser le résultat de compilation précédent pour générer un nouveau résultat de compilation plus rapidement. C'est un peu analogue à ce qui se passe en C, en C++, quand on a plusieurs fichiers CPP différents, même si la mécanique derrière est complètement différente. Moi, voilà. Ce que j'observe en pratique, c'est que quand les gens ont des gros temps de compilation en Rust en général, pas toujours, hein, mais souvent, c'est qu'ils ont ils ont profité du fait que les génériques c'était simple en Rust, et ils en ont fait un peu trop. Ils ont fait un peu trop de polymorphisme à compilation, y compris à des endroits où en fait c'est pas nécessaire de le faire à la compilation, le polymorphisme à l'exécution marcherait très bien. Et une fois qu'on sait ça, on peut optimiser en fait son temps de compilation. Il y a des outils pas mal en Rust, on peut mesurer quelle fonction générique contribue le plus au coût de compilation. Après, du coup, ces fonctions-là, on peut voir est-ce que c'est vraiment important que ce soit de la polymorphisme à compilation, est-ce qu'on peut le faire à l'exécution à la place, etc. Il y a un boulot d'optimisation à faire, mais ce boulot est plus simple à faire quand c'est plus plus. Et d'ailleurs, là, tu parles d'optimisation de temps de compilation, mais il y a moyen d'optimiser aussi les ressources mémoire quand tu compiles, la consommation de la mémoire. C'est les mêmes techniques pour les deux. Ah Mais oui, t'as les deux qui sont déjà dans l'outil, ça c'est bien ça. en fait, c'est comme en C++, tu as des mesures indirectes, je vais en parler un petit peu dans mon séminaire de la semaine prochaine. Tu as des mesures indirectes qui te donnent une idée de qu'est-ce qui est coûteux à la compilation, et à partir de là, quand tu améliores ces aspects du code, en général, tu améliores à la fois ton temps de compilation et ta conso mémoire. Peut-être, ouais, pour donner un exemple, là, j'ai un projet de 31 000 lignes de code qui compile en moins d'une seconde, quoi. Donc, Oui, mais après tu compiles avec et- Cargo, donc tu es en parallèle quand même. alors, oui et non. Comment ça, oui et non? Tu peux pas être à moitié en Tu as du parallèle. parallélisme entre les crates, t'as pas de parallélisme à l'intérieur d'une crate, pas de parallélisme complet pour l'instant. C'est en train d'arriver, mais c'est pas encore complètement là. En fait, l'unité de compilation en Rust, c'est pas le fichier source, c'est la crate. Hmm. Et donc, quand je dis 31 000 lignes de code, je parle de ma crate à moi. Ah oui, quand même, oui, c'est. Mais du coup, tu le compiles en mode rapide ou pour gagner du temps? En mode debug, ouais. Après, Oui, en en mode release, debug, c'est ouais, quelques secondes comme quand même. ouais, pour voir quand même que pour avoir le résultat tout de suite des erreurs de compile, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai Ça. qu'après, si tu veux vraiment de la perf et toutes les phases d'optimisation, ça prend du temps, mais ça c'est normal. Mm. Après, la communauté des devs de jeux vidéo aussi ont commencé à bosser pour simplifier le chargement de code à l'exécution.
côté, tu sais, tu génères une bibliothèque partagée qui est DL Open par l'appli qui est en train de Mm. tourner. Et donc ça a le potentiel de permettre des feedbacks plus rapides aussi. Tu peux faire ce genre de truc en Rust? Ouais. Ouais, non, je sais pas. C'est vrai que tu nous as Et un présenté Rust exemple comme assez un. caricatural, c'est tu peux mettre du Rust dans du Jupyter. Bah, il y a un C'est basé noyau, sur les mêmes techniques qu'en C++. il y a un kernel Rust, oui, effectivement. Voilà, voilà. Ok. Eh ben, merci Adrien pour ce webinaire. La semaine prochaine, ça sera architecture GPU. Et bah, à la prochaine. Et merci d'être venu. Merci tout le monde.